Babelut. 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 Suite aux conditions sanitaires, l'émission a dû être enregistrée à distance. Nous nous excusons à l'avance de l'éventuelle baisse de qualité. Bonjour chers auditeurs de Babelut, aujourd'hui nous allons parler de l'excision ou dite la mutilation génitale féminine MGF. Je m'appelle Tristan, je suis un nouveau stagiaire du Troisième œil. Pour parler de ce sujet sensible en web radio, nous avons fait appel aux membres lors du groupe de parole qui nous ont partagé leurs réflexions et débats. La raison pour laquelle nous avons décidé de parler de ce sujet, c'est parce qu'il s'agit de quelque chose dont on parle très peu et qui est aussi tabou. Il faut également savoir qu'il y a la journée internationale contre l'excision qui se passe le 6 février. Pour commencer, voici une définition de l'excision selon l'OMS. Il s'agit de toutes les interventions aboutissant à une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute lésion des organes génitaux, pratiquée à des fins non thérapeutiques. Selon l'UNICEF, cette pratique est recensée dans 33 pays différents à travers le monde. Et un chiffre atteint les 200 millions de filles et de femmes ayant subi un jour des mutilations génitales. Je laisse la parole à Ludo et à Redouane, qui sont deux de nos membres, qui vont approfondir le sujet. Bonjour Redouane. Bonjour Ludo, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Ludovic, j'ai 33 ans, je suis malvoyant depuis ma naissance et je suis membre du Troisième œil depuis longtemps. Oui, Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'excision? oui, j'ai déjà entendu parler et c'est quelque chose qui me choque en fait. Et c'est quelque chose qui est un peu dommage qu'on abîme un peu les droits des femmes, quoi. On abîme un peu l'image des femmes, notamment faire des trucs comme ça, quoi. Sais-tu dans quel pays cela se pratique? Moi, notamment, il y a longtemps, j'avais vu le film qui parlait de ça. Je crois que c'était, si je dis pas de bêtises, soit Mali ou Sénégal, un truc comme ça. Je crois que c'est en Sénégal, je pense. Selon toi, pour quelle raison on pratique cela? Quand j'ai vu dans le film, en fait, ça parlait que pour la femme, c'est pour éviter qu'elle a des rapports sexuels, en fait. En tant qu'homme, te sens-tu concerné? Moi, je me sens concerné puisque de faire des trucs comme ça, c'est vraiment, franchement, abîmer l'image de la femme, quoi. Et notamment aussi, nous les hommes, on n'a pas assez de respect envers les femmes non plus. Enfin, les hommes n'ont pas aucun respect envers les femmes. On traite les femmes de temps en temps comme, si je peux dire le mot, comme un genre de déchet, quelque chose comme ça, comme une viande, je ne sais pas. Les hommes ont-ils un rôle à jouer dans cette lutte? Jouer un rôle de respect de la femme, quoi. De voir la femme comme une personne et pas comme un besoin pour le sexe, quoi. Que penses-tu des personnes d'accord avec ça? Pour changer, le respect. Déjà en premier lieu, le respect et de traiter les femmes différemment. Donc, ça passerait par l'éducation, c'est ça? Oui, voilà, par l'éducation, oui. L'éducation familiale et l'éducation scolaire. Que penses-tu des personnes d'accord avec ça? Moi, je trouve que c'est dommage de soutenir ça parce que c'est faire souffrir
faire souffrir la femme, quoi, d'accepter ce truc dégoûtant qui fait surtout mal à la femme et que ça peut être, elle peut être traumatisée à vie, quoi. C'est, en tout cas, faut pas accepter des trucs comme ça. Déjà, c'est un souci pour la santé. Enfin, ça pose problème pour la santé et physiquement aussi. Merci Ludo pour cette interview. De rien, c'était avec plaisir. Merci Ludo et Redouane pour vos réflexions. Je vais laisser la parole à Liam qui va interviewer Adama, qui est aussi l'une de nos membres. Alors bonjour Adama, Salut Liam, comment vas-tu? je vais bien, merci et toi? Ça va très très bien. Alors déjà, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter aux éditeurs qui ne te connaissent pas? Oui, je m'appelle Adama, Mhm. j'ai 27 ans bientôt et je suis assistante sociale. Je fais un master en sciences du travail. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes origines et de ton passé pour comprendre un peu ton parcours? Ok, donc je suis née en Guinée-Conakry. C'est à côté, c'est en Afrique de l'Ouest, à Ok. côté du Sénégal, du Mali, etc. Et je suis arrivée en Belgique à l'âge de 17 ans avec ma mère. Voilà. Donc en rapport à la thématique de notre web radio mensuelle, je voulais te demander, est-ce que tu pourrais nous en dire plus un peu sur ton vécu? Qu'est-ce que tu as pu observer depuis ton enfance? Comment tu connais un peu le sujet? Par rapport à l'excision, Ouais, alors c'est une pratique assez répandue chez moi en Guinée. ok. Et donc j'ai grandi dans cette atmosphère-là, quoique j'étais quand même partagée parce que dans ma famille, il y a quelques années, c'est quelque chose qui était très répandu. C'est une pratique qu'on utilisait souvent. Oui, Ok. et il y a 15-20 ans, je pense que mon grand-père, c'est quelqu'un d'assez instruit, qui a voyagé, etc. Ok. Et donc, qui a commencé à interdire ça. Donc, je fais partie de l'une des rares jeunes filles, si je peux dire ça, qui, en tout cas, avec mon époque, n'a pas subi ça. Donc, d'après ce que j'entends, tu considères que c'est parce que ton grand-père avait fait des études, il avait voyagé, qu'il n'avait pas forcément utilisé cette pratique sur Oui. toi quand tu étais plus jeune. Oui, par exemple, ses premières filles, comme ma mère, les petites sœurs de ma mère, ont subi ça. Mais à partir d'un certain âge, dans les années peut-être 98, 2000, etc., mais, en tout cas, mon grand-père, il a réalisé que c'est un truc qui n'était pas bien pour la femme. Ok. Et donc, il a banni ça, quoi. Et par rapport à ça, du coup, toi qui as un peu vécu et observé la chose, selon toi, cette pratique, elle vient d'où? Quelles sont les origines de cette pratique? Je dirais que c'est quelque chose d'assez ancien et que c'est une tradition qui est perpétrée, en fait. Et donc, je pourrais pas dire les origines. Mais tu penses que c'est culturel? C'est quelque chose qui est culturel, ancré dans le... c'est traditionnel, Ok. ça date de très longtemps et la plupart considèrent cela comme quelque chose d'assez positif. Et c'est pour ça qu'on continue à le faire, en tout cas dans mon pays. Ok. Mais du coup, est-ce que tu pourrais me dire, il se passe quoi, par exemple, pour une fille où la famille refuse l'excision? Ou est-ce qu'il y a un non-respect, il y a un jugement? Voilà. Oui, énormément. Comme exemple, moi, par exemple, moi, étant donné que j'ai pas subi ça, Ouais. il a fallu déjà qu'on ne me le dise pas. Donc on t'a caché le fait... On m'a caché le fait que j'ai pas été... On m'a menti en me disant que je suis excisée. Jusqu'à l'âge de 15 ans, j'étais persuadée d'être excisée. On est allé jusqu'à me montrer des photos d'une fête traditionnelle en me disant « Ah, regarde, cette photo-là datait du jour où on a fait, entre guillemets, ton baptême d'excision. » Et donc, j'étais persuadée d'avoir subi ça.
En fait, j'aimerais juste dire que c'est quelque chose de tabou Mhm. et que quand l'on n'a pas été excisé, on subit ce qu'on appelle... en fait, on se retrouve entre deux feux. C'est-à-dire déjà, on n'ose pas dire qu'on n'a pas subi, Mhm. parce que sinon, on se retrouve un peu ségrégué par rapport à On est on est rejeté. Voilà, ok. Par rapport à ses amis, par rapport à ses propres membres de la famille, qui vont considérer qu'on est une fille pas propre, une fille avec pas de grandes valeurs, par exemple. Donc il y a vraiment la notion de pureté De dans pureté. si on n'est pas excisé, du coup on sera rejeté parce qu'on est Mhm. considéré comme Non pur, non pur. Ok. non pur, et puis frivole, si je peux dire. Qu'est-ce que tu entends par là? Mais quelqu'un qui n'a pas de valeur, qui peut Ok. se laisser aller avec... Et j'imagine n'importe que ça qui. joue aussi sur le mariage, peut-être, sur la valeur de la femme Exactement. par rapport à l'homme. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus par rapport à ça? En fait, tout dépend aussi de l'homme. Ok. Il y a certains hommes qui auront l'esprit assez ouvert et qui peuvent se dire ben, c'est pas grave, c'est pas si important que ça. Mais s'il a grandi, par exemple, dans cette mentalité où on croit que être excisé, c'est être pur, c'est avoir des valeurs, etc., etc., ben, cet homme-là peut nous rejeter le jour où il saura qu'on ne l'est pas. Mhm. Il peut vous rejeter. Il peut... en fait, ça peut amener des tensions, ça peut amener même au divorce. Ah oui. Et encore pire si sa famille est au courant. Parce Ok. que lui, il peut le savoir et se dire, bon, je me tais, et il a Ouais. intérêt à se taire, parce que sinon, ça va amener des problèmes. Mais s'il commence à en parler dans sa famille, à dire, même si c'est innocent, ben moi, écoutez, ma femme n'est pas excisée, je pense que sa famille peut très mal le prendre Et- et ça peut amener au divorce. Et du coup, par rapport à ça, il y a vraiment un jugement de la femme, mais Oui. aussi de toute sa famille et de Oui. tout ce qui l'entoure. En Oui. fait, c'est ça le. Oui, Et, on est pointé du doigt en fait. ok. Et pour revenir par rapport à ce que tu disais du fait qu'on t'ait caché Mhm. le fait de ne pas être excisé, Mhm. pourquoi tu penses qu'on t'a caché ça? C'est justement pour éviter que, étant petite, naïve, que je n'en parle, que je commence à dire, ben écoutez, vous savez, moi je suis pas excisée, peut-être à l'âge de 7 ans, 10 ans, de commencer à trop en parler parce que il se peut qu'un jour, moi j'ai connu des filles qui allaient en vacances au village, pas excisées, et qui revenaient excisées. De Ok. mes copines qui allaient rendre visite à leur grand-mère et tout allait bien et au retour, ben, elles subissent ça. Donc je pense que on l'a caché à tout le monde pour éviter justement qu'un jour que ma famille elle doit tourner et qu'une tante ou je sais pas moi une cousine etc se rende compte de ça et puis m'amène et m'excise et si c'est fait parce que vu que c'est courant ben ma famille qu'est-ce qu'ils vont dire? Oui. Ils Ouais, ne pourront c'est pas vrai. se défendre, entre guillemets. Ok. En fait, c'est censé faire quoi l'excision d'après toi, qu'est-ce qui te dit que C'est en quel fait, argument on avance pour exciser quelqu'un? On dit ça va te faire quoi, genre en fait, on pour les ex... femmes, ça peut être- oui, enfin, selon ce qu'ils disent en tout cas, on excise pour rendre la femme, disons, plus sage, pour diminuer ses envies, si je peux dire, pour... c'est ça en fait, pour la rendre plus sage, pour éviter qu'elle commence à aller de gauche à droite. C'est cette raison-là qui revient le plus. Donc, est-ce que tu peux dire que c'est une forme de contrôle? Oui, tout à fait, c'est Ok. ça. C'est une forme de contrôle. Et j'aimerais juste dire que celles qui continuent à le faire sont juste persuadées que c'est positif dans le sens où on a besoin que nos filles ne puissent pas justement être incontrôlables, faire ce qu'elles veulent, comme elles le veulent, avec qui elles veulent. Elles se disent en faisant cela, elles vont freiner ces envies-là. Ok. Et je ne sais pas si je peux dire ce terme-là, mais ça part d'une bonne intention. Je voulais aussi parler d'une autre chose que je trouve quand même importante, parce que celles qui ne subissent pas l'excision, comme j'ai dit, sont aussi rejetées
par la communauté, etc. Et elles ont un nom spécifique. On les appelle Swelijo. Et ça fait vraiment... C'est un terme très, disons, rabaissant, insultant, disons même sale, qui fait que personne n'aimerait être appelé comme ça. Donc c'est assez compliqué. Donc même quand on réussit à ne pas subir cela, d'une certaine manière, on reste quand même affecté par le regard, par des critiques, par justement le fait d'être isolé. Et je pense que c'est dur au quotidien. Et si tu devais juste dire une dernière chose, pour faire passer un message aux gens qui t'écoutent, qu'est-ce que ça serait? Donc par rapport à l'excision, je pense que je dirais plutôt à ces gens qui continuent encore de croire que c'est une bonne chose de s'informer. Comme on dit, la connaissance c'est le pouvoir. Et je pense que si ces gens-là s'informent et connaissent vraiment les conséquences de ces mutilations génitales féminines, je pense que ils arrêteront, elles arrêteront, parce que c'est pas parce que tu as subi quelque chose que forcément tu dois le faire subir aux autres, aux générations futures. Ouais, tout à fait. Donc, je conseille vraiment de s'informer, de voir, de se renseigner sur le sujet, ce qui va, je pense, ouvrir les yeux à beaucoup de gens afin d'arrêter cette pratique-là. Ok. Merci beaucoup en tout cas, Adama, pour ton témoignage qui était très touchant. De rien. Merci à Liam et à Adama pour cette interview. Maintenant, Liam va également discuter avec la représentante de GAMS, qui est Fabienne Richard. Bonjour, vous allez bien? Très bien, oui, ça va. Je représente les membres du Troisième œil qui ont déficience visuelle. Donc en fait, on a un groupe de parole qui fonctionne tous les mardis après-midi. Et de là, on voit un peu comment ils vont, on leur pose des questions pour garder un lien social. Et on a eu l'occasion justement de leur parler de ce thème-là. Donc ils ont un peu posé leurs questions donc je vais me permettre de vous poser. Donc dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous décrire et vous présenter aux éditeurs qui ne vous connaissent pas? Donc, je m'appelle Fabienne Richard, je suis sage-femme de formation, mais j'ai aussi fait des études, voilà, master et doctorat en santé publique. Et maintenant, je suis la directrice du GAMS, le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines. C'est une ONG qui existe depuis 25 ans maintenant. Et je travaille aussi à l'hôpital Saint-Pierre au CHU dans l'unité C'est ma vie. C'est le centre d'aide aux victimes de l'excision. Et ici, dans ce centre-là, on accompagne les femmes excisées. Donc, j'ai un côté clinique et le côté associatif aussi. Ah, donc vous êtes un peu sur les deux. Voilà, ça complète. Intéressant. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les objectifs principaux? Donc, par exemple, le plan d'action que vous avez mis en place ou en quoi consiste vraiment la SBL? Donc, l'ASBL, on a 4 grands piliers. Donc, le premier pilier, c'est la prévention. Donc, éviter que des petites filles nées en Belgique ou alors arrivées toutes petites ici en Belgique soient excisées. Et le plus grand risque, c'est pendant les congés scolaires, en juillet et août, si les enfants retournent au pays en vacances. Donc, on fait un travail de prévention, sensibilisation au niveau des familles, au niveau des femmes et aussi des hommes, parce que c'est important de travailler avec les pères, en fait, des filles, les papas. Le deuxième axe, c'est pour les femmes qui ont déjà été excisées, de ne pas les abandonner en disant désolé, c'est trop tard pour vous, mais au contraire les accompagner et voir comment au niveau psychosocial on peut les soutenir, travailler en réseau avec d'autres associations si elles ont besoin, voilà, de soins médicaux, de soutien d'un avocat. Donc on a tout un réseau pour le soutien des femmes déjà excisées. On fait un gros travail au niveau des femmes déjà excisées, demandeuses d'asile par rapport à la protection internationale. Donc, comment elles peuvent obtenir un statut de réfugié en Belgique pour se protéger elles ou protéger leurs enfants, leurs filles. Le troisième axe, c'est toute la coordination des actions
et des acteurs, actrices autour de l'excision. Donc ça s'appelle le réseau des stratégies concertées de lutte contre les mutilations génitales. Et là, on a ensemble des acteurs de centres de planning familial, de maisons médicales, médecine scolaire, l'ONE, enfin, on essaye d'être assez large et ensemble, on a des ateliers pratiques. Donc, le thème de cette année, par exemple, c'est tout ce qui est comment aborder la question avec les enfants. Parce que la plupart des professionnels de santé sont à l'aise de parler avec des adultes, mais dès qu'il s'agit de parler avec des filles de 7 ans, 8 ans, 9 ans, de faire un examen, de regarder les parties génitales ou de, voilà, d'aborder la question d'excision, on ne sait pas toujours quels mots utiliser. Comment. Donc là, on va faire toute une série d'ateliers. On a déjà commencé sur comment aborder la question avec les enfants. Et le 4e axe, c'est le travail en Afrique. Donc, on a des partenaires sur place au Sénégal, en Guinée, au Burkina Faso. On a un projet d'abandon de l'excision au sud de Dakar, en Casamance, où est originaire notre présidente, parce que le GAMS a été fondé par Madame Kadidiatou Diallo, qui est une dame activiste sénégalaise. Et donc, on retourne dans sa région. Voilà, ça lui tient à cœur, et nous aussi, de faire un travail directement au Sénégal. Sinon, on est en lien en ce moment. Voilà, on vient de commencer un partenariat aussi avec Health Focus et la GIZ en Guinée, par exemple, où on a demandé notre expertise en tant que GAMS, parce qu'on connaît très bien, voilà, on a beaucoup de bénéficiaires, de participantes qui viennent de Guinée-Conakry. Donc, c'est une communauté, même dans notre personnel aussi, on a des collègues de Guinée, donc c'est un pays qu'on connaît bien aussi. Donc, vous travaillez vraiment en Belgique et aussi dans le monde entier, dans le sens où vous avez des partenariats et vous avez des, entre guillemets, des connexions un peu partout pour lutter mondialement contre cette pratique. Tout à fait, mais notre action quand même principale, je dirais, est quand même la Belgique, avec quand même aussi des partenaires européens. Donc, on est aussi au sein du réseau européen NDFGM, où là, on partage aussi les bonnes pratiques et on fait des visites d'échange. Donc, j'ai pu aller comme ça en Espagne pour voir comment eux géraient la question de la protection des petites filles qui partent pendant les vacances. Eux sont venus pour visiter le service justement à l'hôpital avec le centre de reconstruction de clitoris, parce qu'ils ont passé en Espagne, pour voir comment on travaillait. Donc, on essaye d'apprendre les uns des autres et de garder le meilleur dans chaque pays, parce que chaque pays a ses points forts, ses points faibles par rapport à son approche, et on essaye de se renforcer ensemble. Ok, et par rapport à ça, du coup, j'avais une question qui venait d'Anissa, qui, elle, disait que du coup, l'excision était interdite en Belgique, mais que ça n'empêchait pas certaines familles d'envoyer leurs enfants pendant les vacances. Et en fait, elle se demandait, du coup, est-ce que vous avez beaucoup de cas de jeunes filles qui se présentent chez des docteurs ou dans les hôpitaux et qui, du coup, font un check-up pour voir si tout se passe bien, et est-ce qu'il peut y avoir un contrôle par rapport à ça? Donc, en fait, il y a pas de contrôle obligatoire, en fait, par rapport à ça, mais les bonnes pratiques et qu'on a essayé de mettre en place, et on forme les gens de l'ONE ou de la médecine scolaire ou tout professionnel qui est au courant, en fait, qu'une famille va retourner pendant les vacances, c'est de discuter avec les parents. Voilà, c'est pas marqué sur le front des gens, est-ce qu'on va exciser notre fille ou pas? Ça demande toujours un dialogue. Donc, la première chose, c'est dialoguer avec les parents et de manière bienveillante, ne pas voir dans chaque parent des exciseurs potentiels, parce que la majorité des parents protègent leur enfant. Donc, c'est plutôt discuter en disant comment ils envisagent les vacances. Ils savent, par exemple, s'ils rentrent en Guinée, ils savent que c'est un pays où il y a 97% d'excision. Djibouti, c'est aussi 97. Donc voilà, si jamais ils prévoient des vacances à Djibouti ou à Conakry, en disant comment vous envisagez les choses, de retourner voir votre famille. Est-ce que dans votre famille, il y a des gens pro-excision? Est-ce que, comment? Parce que votre famille sait très bien que votre fille est née ici, donc qu'elle n'a pas été excisée. Et comment? Alors, il y a des parents qui nous expliquent très bien, nous, on va aller dormir chez mon frère, par exemple. Lui aussi, il n'a pas fait exciser ses filles. Donc, voilà. Et si, par contre, les parents ont beaucoup de mal à répondre, s'en mêlent un peu, ou alors se fâchent en disant « ça ne vous regarde pas, c'est notre culture. Si ma mère veut le faire, je n'y peux rien, je peux pas l'empêcher. » Et là, on dit désolé, mais on pense à la santé de votre enfant. Nous, notre rôle, c'est que votre enfant aille bien. C'est une violation des droits de l'enfant.
de faire ça. Et alors là, si jamais je dirais le dialogue ne marche pas, bien on fait appel à l'aide à la jeunesse. Et au niveau du SAJ, il y a des délégués qui ont été en fait formés par le GAMS pour être des référents mutilation génitale. Donc ensuite, ils réunissent la famille. Le GAMS est parfois invité aussi pour voilà, dans ces discussions-là pour que ça se passe bien, parce que voilà, on a des animatrices communautaires qui mettent aussi les parents à l'aise. Eh bien, il y a une évaluation, une discussion. Donc, soit il y a un accord qui est trouvé, les parents montrent comment ils vont faire pendant leur voyage pour pas mettre l'enfant à risque et les parents partent. Mais alors, on conseille effectivement un examen médical avant et après. Donc, quand je dis examen médical, c'est un grand mot parce que c'est pas invasif, hein, c'est pas un examen gynéco, c'est de manière externe avec les yeux. Voilà, on regarde si tout est OK et au retour aussi. Et c'est fait chez des médecins formés, donc c'est pas fait n'importe comment, c'est fait par des médecins qui ont l'habitude, qui savent comment aborder la question avec les enfants pour que ce soit fait en douceur. Et alors, si jamais les parents n'acceptent aucun compromis de voilà, expliquer comment ils vont protéger leur enfant, ben, c'est déjà arrivé qu'il y a eu des interdictions de sortir du territoire. Que malheureusement, donc c'est pas très fréquent, mais on l'a quand même fait, que pour certaines familles, il n'y avait pas assez d'assurance qu'ils allaient protéger leur enfant. Ou alors parce que l'aîné justement était déjà excisé, la fille aînée était déjà excisée, donc il y avait un risque que la deuxième le soit aussi lors d'un second voyage. Et là, bien, on dit non, enfin pour l'instant c'est trop tôt, elle pourra voyager quand elle sera plus grande, mais là elle a que 6 ans, et ça correspond à l'âge voilà, où on excise et c'est trop risqué, donc pas possible de voyager. C'est à partir de 6 ans que généralement les filles reçoivent cette pratique. Bah, il n'y a pas, je dirais, bah, c'est entre 6 et 12 ans ou entre 4 et 12 ans la majorité, mais malheureusement, il n'y a plus d'âge, donc c'est plus une question d'opportunité, surtout si c'est fait dans un contexte migratoire. Donc en fait, si c'est une famille qui organise l'excision pour ces 3 filles, la famille peut très bien organiser que les 3 filles vont voyager en même temps et du coup, elles auront des âges très différents. Il pourra avoir une petite de 2 ans, de 6 ans, l'autre de 12 ans. Donc, parce que l'important pour les familles, c'est que ce soit fait. Et du coup, l'âge n'est plus aussi important. Donc, moi, j'ai vu des bébés excisés ou j'ai vu des femmes adultes excisées, c'est-à-dire des femmes qui ont été, des jeunes filles qui ont été protégées. Et puis, au moment du mariage, la belle famille se rend compte que voilà, la nouvelle mariée n'est pas excisée et on va exiger que la mariée soit excisée. Donc moi, j'ai vu une dame d'origine sénégalaise qui avait été excisée à 21 ans, le jour de son mariage, ou la veille de son mariage en fait. Hein. Donc quand pour des familles c'est important, quand ça représente quelque chose pour les familles, il n'y a plus d'âge, il faut que ce soit fait en fait. Il y a Olivier qui posait une question qui ne comprenait pas d'où venait cette pratique et du coup il aimerait bien avoir un peu une approche historique parce que dans le groupe de parole, on parlait juste, enfin, c'était une tradition, c'était aussi culturel. Est-ce qu'il y avait quelque chose de religieux ou pas? Du coup, c'est tout un débat qui s'est lancé. Et du coup, Olivier se demandait et voulait poser la question, pourquoi cette pratique? Et est-ce que historiquement, on peut avoir un petit ordre de comment ça s'est déroulé? D'accord. Donc on pense, voilà, c'est très dur, hein, il n'y a pas forcément beaucoup d'écrits, mais il y a des signes que ça aurait démarré du temps des pharaons. Et on a retrouvé des traces 2 ou 3 000 ans avant Jésus-Christ en Haute-Égypte au bord du Nil. Donc sans doute que ça vient voilà, de la Haute-Égypte et qu'ensuite avec les guerres, les caravanes marchandes, les mouvements de population, ça s'est en fait étendu dans l'Afrique subsaharienne. Donc si on regarde la carte du monde actuellement, on voit que c'est vraiment toute la bande d'Afrique subsaharienne qui va de l'Afrique de l'Ouest avec le Burkina, la Guinée, le Sénégal, le Mali, jusqu'à l'Afrique de l'Est. Avec Djibouti, l'Érythrée, Somalie. Donc en fait, on a 2 grands foyers, un foyer en Afrique de l'Ouest, un foyer en Afrique de l'Est, si on voit la carte de prévalence. Et puis après, on voit, donc ça, ce sont les zones les plus anciennes. Et par rapport à la religion, c'est très important de dire que si c'est 2 ou 3 000 ans avant Jésus-Christ, c'est en fait avant les religions monothéistes. Donc en fait, le christianisme, l'islam n'existait pas. On était plutôt voilà, dans des religions polythéistes, je dirais. Et donc, quand on dit c'est exigé par le Coran, c'est exigé... Non, en fait, après, c'est la manière dont les gens l'ont compris ou l'ont analysé, mais c'était bien avant, en fait, l'islam et, voilà, et les premiers chrétiens.
Et ensuite, voilà, c'est pratiqué aussi par toutes les religions, parce que souvent, il y a des gens qui font des amalgames en disant c'est l'islam. Or, au Burkina Faso, par exemple, on a des animistes, on a des chrétiens, on a des musulmans qui le pratiquent. Voilà, donc c'est plus lié à la coutume. Et par contre, juste pour terminer, ce n'est pas que l'Afrique, parce que là aussi, on fait un amalgame en pensant c'est l'Afrique noire. C'est les musulmans, c'est les analphabètes. Non, on peut être d'une famille très riche, voilà, très éduquée, et on existe quand même parce que la pression sociale est énorme. Et même si le départ, le berceau est africain, ça s'est répandu ensuite avec les voyages dans d'autres régions du monde. Donc l'Asie, par exemple, en Indonésie, ça a été importé, en fait, voilà, avec les voyages. C'est plus récent. En Malaisie, au nord de l'Irak, au Kurdistan, on a aussi des tribus indiennes chez les Mbera en Colombie qui pratiquent. Donc en fait, bon, à moindre mesure par rapport à l'Afrique, mais c'est pour dire que c'est beaucoup plus large. Même au Daghestan, en Tchétchénie, on a eu aussi des situations. Donc en fait, chaque année, on découvre des nouvelles pratiques. Donc même si la majorité des cas se situent en Afrique subsaharienne, si une femme me dit j'ai été excisée, mais qu'elle vient d'un pays qui n'est pour l'instant pas mis en rouge sur la carte, je la crois. Mon premier réflexe va être de la croire et de dire ben voilà un nouveau pays qu'on ne connaissait pas. C'est vrai, mais c'est super intéressant justement de ne pas faire l'amalgame, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est souvent à cause des religieux extrémistes, Voilà. que c'est principalement qu'en Afrique. Et merci de nous rappeler ça, que c'est vraiment quelque chose qui est mondial et qui touche vraiment tous les pays et toutes les cultures. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du symbole de la pratique? Pourquoi on la pratique sur les jeunes filles? Est-ce que c'est plutôt un contrôle par rapport à l'image de la femme? Est-ce que c'est l'homme qui la pratique plus que la femme? Ou est-ce que c'est un peu voilà, ce genre de questionnement? Voilà, donc là aussi, on pourrait passer, parce que c'est passionnant, hein, on pourrait passer une journée entière à décortiquer toutes les raisons. Donc en fait, il y a plein de raisons différentes et souvent, voilà, elles se cumulent et ça dépend un petit peu des ethnies et des groupes. Par exemple, au Mali, chez les Dogons, on pense que les enfants, ils naissent hermaphrodites, ou on dirait aujourd'hui intersexes. En fait, il faudrait les départager en quelque sorte et les rendre féminins ou masculins. Et alors, on disait que de couper le prépuce chez le garçon, ça le rendait masculin, de couper le clitoris chez la femme, ça la rend féminine, parce que le clitoris est vu comme quelque chose, voilà, de proéminent qui pourrait pousser, qui pourrait avoir la taille d'un pénis et faire concurrence à l'homme. Donc il y a beaucoup de mythes autour du clitoris, et parfois on dit aux jeunes filles dans certaines sociétés t'as un truc sale qui pend entre tes jambes. Voilà, en fait, on parle du clitoris, mais le clitoris, il n'est jamais assez grand pour dire qu'il va pendre entre les jambes. Donc, c'est vraiment, ou alors tu es sale. Alors, on a des témoignages de petites filles qui vont se laver, se relaver, se parfumer, et la grand-mère va dire non, tu es toujours sale. Et pour elle, sale, ça veut dire tu n'as pas été coupée, tu n'as pas été purifiée. Et si on traduit en fait les paroles dans différentes langues, quand on qualifie une jeune fille qui n'a pas été excisée et qui a été excisée, c'est toujours la question entre sale et pureté, ou alors tu es qu'une enfant immature, et après, quand tu es excisée, tu es une femme bien, une femme complète, prête à être mariée. Et il y a des injures. Au Mali, si on dit tu es bilakoro, voilà, bilakoro, dans la cour de l'école, les filles, c'est l'injure quand tu n'es pas excisée, en fait. Donc, il y a ce côté de pureté. Et c'est en fait curieux de dire que quand on arrive en Europe, voilà, avec notre cadre de référence à nous, on pourrait dire une femme excisée, elle n'est pas complète, il lui manque quelque chose, on l'a coupée. Alors que dans les communautés où on pratique, au contraire, on dit tu es complète. Tu es une femme complète, tu es une femme, dans le sens, tu es une femme accomplie, tu es une femme pure, prête pour le mariage. Donc c'est toujours intéressant de voir, et là on comprend ce que les gens en fait entendent quand ils font l'excision, mais il y a tout le côté aussi mythe, donc je disais le peur que le clitoris grandisse comme la taille d'un pénis, fasse concurrence au pénis, mais il y a aussi les mythes autour de l'accouchement, ou chez les Mossi par exemple au Burkina,
on va dire, si l'enfant, à l'accouchement, le clitoris touche la tête de l'enfant, l'enfant peut mourir. Si lors d'un rapport sexuel, le clitoris touche le pénis, l'homme peut devenir impuissant ou infertile. Enfin, il y a plein de pouvoirs comme ça. Voilà. Et tant que, en fait, ça peut nous faire sourire. Mais quand on est dans un village où tout le monde est excisé, les femmes qui n'ont jamais voyagé pensent que c'est vrai. Si elles sont dans un village où 100% des femmes excisées, elles disent oui, si les enfants ont survécu à l'accouchement, c'est grâce à ça. Or, c'est souvent lors de la migration, lors des voyages, que les femmes vont se rendre compte que toutes les femmes ne sont pas excisées. Donc, c'est très intéressant quand nous, on a des femmes qui viennent de Guinée, de Djibouti, qui sont demandeuses d'asile dans des centres faits d'asile et Croix-Rouge et qui vont discuter avec d'autres femmes qui viennent de République démocratique du Congo, du Rwanda, où on ne pratique pas l'excision, et qui vont dire « Ah bon, pas vous ?» lors des groupes de parole, qui vont réaliser qu'en fait, et là, ils commencent à creuser la question en disant « Pourquoi nous ?» Et il y a tout le côté mariageabilité, si je peux dire comme ça, où l'excision est un passeport pour le mariage. Donc, il y a dans beaucoup de communautés, pas excisé, pas de mariage. Et c'est pour ça qu'il y a des mères, parce que souvent, on n'arrive pas à comprendre pourquoi une mère qui a elle-même souffert, qui peut-être a même perdu un bébé lors du premier accouchement à cause de l'excision, elle va quand même le faire chez sa fille. Elle va quand même emmener sa fille. C'est parce qu'elle doit choisir, elle est tiraillée entre, protéger sa fille de la douleur qu'elle-même elle a vécue, ou la protéger de l'exclusion de la communauté. Parce qu'une fille non mariée voudra dire pas de mariage, pas d'enfant, exclue, elle ne pourra pas vivre toute seule. Et donc les parents pensent faire le meilleur choix en disant, pour éviter cette exclusion de la communauté, on va quand même le faire, même si on a souffert. Et ensuite, je pense que le but ultime, c'est quand même le contrôle de la sexualité des femmes. Donc l'orgasme féminin, a toujours fait peur. Et c'est une manière de contrôler les femmes. Et dans des pays où on a aussi la polygamie, où il y a des hommes qui disent moi, sans des femmes excisées, j'aurais peur, j'arriverai jamais à satisfaire mes 4 femmes, elles iront voir ailleurs, et c'est une manière de les maintenir sous mon joug. Donc la question du contrôle, oui, des femmes. Et là, il y a des femmes qui le disent bien, que c'est un continuum de violence, en disant, c'est la première violence, on m'a remis dans ma situation de femme, tu n'es qu'une femme, tu baisses la tête, tu vas toujours dire oui à ton mari. Donc, on te baisse la tête en tant que petite fille à 7-8 ans. On te baisse la tête si à 13 ans on te marie, un mariage forcé, précoce. Tu n'as rien à dire si à 14 ans tu accouches pour la première fois, parce que qui dit marié à 12-13 ans, souvent c'est un premier enfant à 14 ans. Et en fait, c'est ce qui est arrivé à Kadidiatou Diallo, la fondatrice du GAM, c'est son histoire. Elle a été excisée à 7 ans, mariée à 12 ans, premier enfant à 14 ans. Donc, elle a été mariée à un vieux, elle était la 2e ou la 3e épouse. Donc elle était vraiment l'esclave dans la famille, parce que souvent, quand on est la 2e ou la 3e épouse toute jeune, les premières sont jalouses de la petite jeune qui arrive, et on lui fait faire tous les travaux dans la maison. Elle est levée à 5 heures, couchée à minuit, parce que c'est elle qui doit faire à manger, faire la lessive, faire tout. Donc, en fait, on perd son enfance. Les femmes le disent souvent, le jour de l'excision, j'ai perdu mon enfance. La veille, on peut être en train de jouer avec ses cousines dans la cour, on se soucie de rien, et le jour de son excision, on s'est dit ça y est, on rentre dans le monde des grands, en fait. On ne peut plus jouer. Alors, pour finir, j'aurais 2 questions. Est-ce que vous avez, par exemple, des films, des livres ou des documentaires à conseiller aux auditeurs qui pourraient trouver des informations, parce que je sais que, par exemple, il y a une mannequin très connue qui lutte contre l'excision, parce que elle a vécu ça, et elle a été, dans mes souvenirs, elle a été trouvée, on l'a repérée dans un pays d'Afrique, on l'a emmenée en Europe, et elle n'avait pas osé dire qu'elle avait été excisée. Du coup, elle a vraiment lutté et souffert pendant des années, et après elle a accepté le fait de le dire, et du coup maintenant c'est un peu un emblème. Je sais que je ne sais plus le nom de ce film, mais si vous pouvez me le rappeler. Alors c'est Waris Dirie. C'est Waris Dirie, qui est d'origine somalienne, qui est top modèle, et qui a écrit Fleurs du désert. Et ça, il y a eu un film qui est très très bien, et d'ailleurs l'actrice lui ressemble physiquement très fort à Waris Dirie.
Et donc, en fait, elle a été infibulée. Alors ça aussi, si on veut parler des types de mutilation génitale, l'infibulation, tout est une mutilation génitale, mais l'infibulation, c'est un des types les plus sévères parce que non seulement on va couper le clitoris et une partie des petites lèvres de la vulve, mais on va la coudre. Donc, on coud les grandes lèvres ensemble du sexe féminin pour avoir un tout petit trou pour le sang des règles et les urines. Et elle, c'est ce qu'elle a eu parce que c'est ce qui est fait dans la Corne de l'Afrique. Donc, quand je dis Corne de l'Afrique, c'est l'Afrique de l'Est. Donc, Djibouti, Somalie, Érythrée, le nord du Kenya, le nord Soudan, on fait cette pratique-là et c'est très, très... je sais pas comment dire ça. Oui, parce que des fois on dit c'est la coutume, on dit c'est la torture en fait. Hein, c'est très invasif pour le coup et les femmes elles peuvent faire pipi en 15 minutes parce qu'elles ont un tout petit trou, voilà. Et elle c'est ce qu'elle a eu. Donc elle a été infibulée à 7 ans. Et en fait c'est quand on a voulu la marier de force qu'elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie en Angleterre. Et c'est là en étant avec d'autres femmes qu'elle a vu qu'elle était différente et elle a vu qu'elle était différente dans les toilettes d'un hôtel voilà pour jeunes, Youth Hotel à Londres où elle était avec une amie et elle entend son amie dans les toilettes faire pipi et donc quand on n'est pas excisé, qu'on soit homme ou femme ça fait un peu le même bruit, voilà, c'est en quelques secondes et c'est un jet puissant et ça s'entend. Et en fait, donc elle voyait sa copine qui en quelques secondes rentre dans les toilettes, fait du bruit, sort, et elle était là en train de s'appuyer sur le bas du ventre pour que ça sorte goutte à goutte. Et elle disait, mais je suis pas faite comme elle, on est pourtant 2 filles, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle demande à sa copine, ça se fait parfois entre filles, hein, elle demande à sa copine, est-ce que tu veux pas regarder? Donc elle s'allonge sur le lit et elle dit, parce qu'apparemment on fait pas de pipi pareil, il y a quelque chose. Et en fait, dans le livre, elle le raconte très bien. Je ne sais pas si ça a été repris dans le film, mais dans le livre, elle raconte très bien qu'elle voit le visage de son ami qui lui sert comme d'un miroir, en fait. Hein. Donc, son ami regarde, elle voit le visage de son ami qui est complètement défiguré. Et là, elle comprend qu'on lui a fait quelque chose et elle fait le lien avec ce qu'on lui a fait enfant jusque-là. Et moi, en fait, si je fais le lien maintenant avec mon travail clinique à l'hôpital, il y a très peu de femmes qui osent se regarder ou qui se sont regardées dans une glace pour voir comment elles étaient faites après l'excision. Donc, en fait, beaucoup de femmes ne connaissent pas bien leur anatomie. Et moi, des premières choses que je fais quand je les ai en consultation, c'est avec des petits dessins et tout ça, c'est leur expliquer, en fait, comment est une vulve qui n'a pas été coupée, comment ça se passe, voilà, qu'est-ce qui a été coupé avec l'excision pour comprendre, en fait. Ouais. Ça, c'est important aussi. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez peut-être d'autres livres ou d'autres documentaires? Oui, alors il y a aussi On m'a volé mon enfance de Diarra Touba qui aborde la question de l'excision et du mariage forcé. C'est vraiment un très bon livre. Hein. Donc, On m'a volé mon enfance, c'est une activiste Diarra Touba qui vit en France. Mais elle aussi, donc elle avait été mariée, je pense, sans connaître son mari. En fait, c'est son mari qui l'a mariée de force. Elle est arrivée en Europe, elle a été enfermée à clé. Elle savait pas lire et écrire le français à l'époque quand elle est arrivée. Donc son mari était un imam, voilà, il fermait un religieux, il fermait la porte, elle pouvait pas sortir. Et il la frappait, il y avait de la violence conjugale et son histoire est très intéressante parce que c'est comment des reportages à la télé ou des émissions radio peuvent aider les femmes. Donc c'est super que vous faites ce webdoc en fait parce que ça peut vraiment aider. Plus on a d'infos audio comme ça, c'est super important. Et elle, donc à la télé, il y avait un reportage sur les femmes battues. Et elle se souvient que dans le reportage, on parlait que les assistantes sociales pouvaient aider, mais c'était abrégé comme les AS, les assistantes sociales. Donc elle se souvenait de AS. Et il y a un jour, son mari a oublié de fermer la porte derrière lui. Elle s'est enfuie. Elle était dans la rue. Elle a trouvé la mairie de sa commune, en fait. Elle était dans la région parisienne et elle est arrivée et elle était à l'accueil et elle demandait AS, AS, AS. Et en fait, la personne à l'accueil a pas tilté, comprenait pas. Puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est arrivé. Puis elle dit, je crois que madame veut parler à une assistante sociale. Et en fait, c'est ça qui l'a sauvée. Il y a une assistante sociale qui l'a sortie de là. Enfin, elle était en fait dans la traite des êtres humains parce que
C'était mariée sans être présente, emmenée en Europe, enfin voilà, frappée, enfermée. Donc elle, en fait, elle était une victime de la traite des êtres humains. Et c'est une assistante sociale qui l'a sortie de là. Et ensuite, elle s'en est sortie et elle est devenue activiste maintenant. Donc maintenant, elle lutte contre les violences faites aux femmes. Donc c'est une très belle histoire. C'est vrai que c'est une très belle histoire. Et dernière question, du coup, finale, parce que ça fait quand même pratiquement une demi-heure, parce que je pourrais en parler pendant des heures. Désolée, hein, parce que moi, quand on me lance... Non, c'est super intéressant. Au contraire, je suis super content de vous avoir. Du coup, dernière question, si vous aviez un message à faire passer aux éditeurs qui nous écoutent, que ce soit homme, femme ou enfin toute personne qui va nous écouter, quel message ça serait? Ben moi, ce serait que ça concerne tout le monde, parce qu'il y a une grande question sur la légitimité, souvent quand on est blanc, en se disant est-ce que les blancs ont quelque chose à voir là-dedans? Et en fait, je pense que tout le monde, voilà, on a tous des amis, je pense, voilà, on vit dans un monde multiculturel, on peut tous avoir des amis qui sont concernés, même si nous, on vient pas peut-être d'une communauté qui pratique, on peut toujours soutenir quelqu'un, une voisine, une amie, un parent d'élève de son, voilà, de ses enfants à l'école ou quelqu'un. Enfin, donc je pense, ou dans son travail en tant que professionnel justement, si on est assistante sociale, si on est sage-femme, voilà, si on est médecin de famille, médecin généraliste, donc soit d'un point de vue amitié, soit d'un point de vue professionnel, tout le monde peut être un vecteur en fait d'information. Et là, quand on est soi-même concerné, hein, donc là, je parle aussi des hommes, on essaye d'impliquer les hommes des communautés concernées. Donc récemment, on a fait des ateliers avec des hommes guinéens, maliens, ivoiriens, parce que les hommes et les frères de ces sœurs-là qui sont potentiellement voilà, à risque, lors d'un voyage, on trouve que les frères, les cousins, tous les hommes des communautés concernées peuvent dire non en fait et s'opposer, mais pour ça, il faut être vocal. Donc, il y a des hommes qui disent parfois, nous, on est contre, alors bah, dites-le et parlez-en dans votre famille pour protéger votre fille. Parce que si vous gardez ça pour vous, si c'est un secret que vous êtes contre, bah, il n'y a rien qui bougera. Donc, voilà. Par rapport à la Journée internationale de lutte contre l'excision, est-ce que vous préparez quelque chose ou est-ce que vous avez un événement où on peut participer ou une vidéo que vous allez lancer qu'on peut partager aussi? Donc, à l'occasion du 6 février, on va organiser une conférence en ligne. Donc, tout le monde voilà, est là, la bienvenue. On va le faire un peu en avance. Comme le 6, ça tombe un samedi, on va le faire le jeudi 4. Donc, ce sera le jeudi 4 après-midi à 14h, de 14h à 16h30. On va bientôt mettre le lien Zoom en ligne. Donc, c'est gratuit. Voilà, il suffit juste de s'inscrire. Mais ce sera en live Facebook. Donc, même si vous n'avez pas accès au lien Zoom, vous le verrez sur notre Facebook. On va se connecter sur Facebook. Voilà. Et le Facebook, il s'appelle comment, si on doit vous retrouver? Le Facebook, c'est GAMS Belgique. Hein. Ouais. GAMS Belgique, ok. Merci Fabienne Richard pour votre participation à la web radio. Nous allons maintenant écouter Adama qui a recueilli un témoignage d'une personne ayant subi cette pratique. Nous recevons Mariam qui a, elle, quand elle était jeune, subi cette pratique-là. Donc pour commencer, pouvez-vous vulgairement vous présenter? Bonjour, je m'appelle Mariam. Enchantée, je suis ravie de venir faire ce témoignage dans votre radio. Merci beaucoup, c'est à nous de vous remercier. Je vous en prie. Ok. Et actuellement, vous vivez où? Je vis en Belgique, à Bruxelles plus précisément. Ok, ça va. Donc, comme on en a parlé il y a quelque temps, dites-moi, avez-vous subi, vous, l'excision? Oui, je l'ai subi. Ok, à quel âge? À l'âge de 7 ans. Ok. Et avez-vous un souvenir de ce jour-là, par exemple? Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé? Ah ça oui, c'est un jour que je ne risquerai certainement pas d'oublier. Parce que je veux dire que c'est une atrocité, une douleur extrême que j'ai dû vivre. Et la façon dont ça s'est pratiqué, c'était vraiment douloureux. On devait m'appuyer fort
me demandaient de ne pas crier, devoir serrer sur les dents. Tout ça, c'était traumatisant et douloureux. Voilà. Ok. Et vous étiez plusieurs ou ce jour-là, vous étiez toute seule? Non, moi, j'étais toute seule ce jour-là. On m'a amenée tôt le matin chez la dame qui le pratiquait. Okay. Et voilà, il y avait d'autres personnes qui étaient déjà là-bas qui devaient me tenir pour qu'on puisse passer à l'acte. Mm-hmm. Et j'aimerais savoir si vous étiez au courant de ce qui vous attendait ou c'était une surprise, vous ne saviez exactement pas ce qui allait se passer. En fait, savoir ce qui allait se passer, je ne vais pas le dire comme ça parce que je ne savais pas comment était cette douleur. Je savais juste que oui, pour que tu deviennes fille, tu dois être excisée. Si tu n'es pas excisée, tu devrais être exclue. Mais disant que oui, que je m'attendais à cette douleur-là, non. Là, ça a été une surprise. Ok. Et finalement, après cette pratique, comment est-ce que vous vous êtes sentie? Très mal. Je ne savais même pas marcher, aller aux toilettes, faire pipi. C'était quelque chose qui faisait super mal. Et je m'en souviens jusque-là maintenant. C'est comme si on mettait, je ne sais, du piment. Je ne sais pas si vous devez certainement savoir la sensation du piment sur une plaie. Voilà. Ok. Et j'aimerais aussi savoir, est-ce que au jour d'aujourd'hui, vous gardez des séquelles par rapport à ça? Je dirais que oui, parce que moi, je ne peux pas accoucher par voie basse, ça c'est d'office. Et je vais toujours devoir accoucher par césarienne. En dehors de ça, pour tout ce qui est de l'envie sexuelle, moi je peux dire que j'ai pas ça, j'en raffole pas en fait, que je le fasse ou pas, ça ne me dérangerait pas parce que c'est pas quelque chose qui... J'ai pas en fait cette pulsion-là, je vais dire. Oui, je vois. Et ça se répercute dans vos relations? Oui. Oui, ok. Oui. Mon partenaire en souffre beaucoup. Et heureusement pour moi, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Donc, on essaie d'en discuter. Il essaie de son mieux aussi voir comment est-ce qu'il peut m'aider pour que je puisse trouver le plaisir dedans. Ok. Nous allons juste revenir un peu en arrière. Et j'aurais aimé savoir, après cette pratique, vous êtes-vous senti encore plus femme dans votre corps ou c'était tout à fait le contraire? En fait, pour moi, il n'y avait aucune différence. Je savais juste qu'il y a une partie de moi qui s'est enlevée, mais dire que je me suis sentie plus ou moins que j'étais. Je n'ai pas vu cette sensation sur mon corps, en fait. Oui. C'est juste des dires pour moi. Pour moi, ça n'a rien changé en ma matière de femme. Ouais. Mais cela ne vous a-t-il pas permis de plus vous intégrer? Oui, bien sûr, parce que là, quand tu es excisé, on va dire que oui, tu es excisé, donc tu es dans un groupe, tu n'es pas mise à l'écart, tandis que les filles qui n'étaient pas excisées, ils ont même un nom qu'on leur attribue. C'est comme des petits garçons, des surnoms de Solidio dans notre dialecte. Oui, tout à fait. Et voilà. Oui. Je vois. Et donc aujourd'hui, avec le recul, est-ce que c'est une pratique que vous ferez subir à vos filles? Aujourd'hui, moi, c'est une pratique que je condamne fermement, certes, et vu que j'ai fait des études d'assistance sociale, et dans mon projet futur, j'envisage même, Inch'Allah, de travailler avec ma communauté ici et ailleurs pour de voir comment pouvoir y remédier. Parce que malgré les inconvénients connus de tous, malheureusement cette pratique continue toujours chez nous. Et donc je suis là et j'envisage de mener une lutte contre cela, Inch'Allah. Pour sensibiliser plus la population, qui sache que oui, c'est juste culturel et que ce n'est que néfaste pour la femme. Tout à fait. Pour finir, vous pourriez nous dire quel conseil
vous pourriez donner si ces femmes-là qui pratiquent l'excision vous écoutez? Quels conseils vous leur donneriez? Si aujourd'hui j'ai un conseil à donner à ces femmes, c'est qu'elles sachent que oui, elles sont en train d'œuvrer pour un malheur, je vais dire, éternel, parce que c'est quelque chose que moi j'ai subi depuis l'âge de 7 ans et jusque-là maintenant c'est quelque chose qui me suit, que ce soit dans ma vie de femme ou moralement aussi, ça joue. Donc je me dis, pour la santé des filles d'aujourd'hui, futures femmes de demain, d'arrêter cette pratique parce qu'elle est vraiment nuisible et à la santé et au psychique de la femme. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Mariam. Je vous en prie, tout le plaisir était pour moi. Merci beaucoup pour ce témoignage fort en émotion. Je vais laisser Yasmina, une nouvelle stagiaire, qui va conclure cette web radio. Pour conclure, nous pouvons retenir que, encore aujourd'hui, cette pratique reste assez présente dans certains pays. Heureusement, certaines associations comme GAMS continuent de lutter contre l'excision. Pour rappel, le 4 février aura lieu une conférence organisée par les membres de cette association. Nous tenons aussi à remercier tous les participants de cette web radio, l'association GAMS ainsi que les bénéficiaires du Troisième œil. Merci à tous. À la prochaine et bonne écoute. C'était le Troisième œil sur Radio Bablut. 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 Bablut.